Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir le lien entre moment fléchissant et contrainte normale et aussi le lien entre effort tranchant et contrainte de cisaillement. Puis finalement, on va voir comment utiliser ça pour trouver des poutres sécuritaires, le but ultime de notre chapitre numéro 6. C'est parti! On commence avec le moment fléchissant et la contrainte normale. Donc, on a vu que le moment fléchissant M, on est capable de tracer un graphique pour ça, on est capable de calculer le moment fléchissant à n'importe quel endroit X sur notre poutre. Donc le moment fléchissant cause une contrainte normale. Quand notre poutre, par exemple, est pliée vers le bas comme ça, on a dit que le bas de la poutre allait être en tension, puis le haut de la poutre allait être en compression. Donc il y a une contrainte normale, sigma, en tension d'un côté, en compression de l'autre côté. On va réunir ça ensemble pour dire qu'il y a une contrainte normale en flexion, c'est-à-dire d'un côté il y a de la tension, d'un côté il y a de la compression. La relation entre M et sigma, ça va dépendre de la forme de la poutre. Fait que la poutre va avoir une certaine résistance à se faire déformer par la flexion, à se faire fléchir. Ça va dépendre de sa forme. Donc, il y a un paramètre qui établit la résistance de la poutre à la flexion, on appelle ça le module de section. C'est représenté par la lettre S. Il est mesuré en mètres cubes, comme les mêmes unités pour un volume, mais ça ne représente pas un volume. Il y a une façon dans le cahier, c'est expliqué d'un petit peu comprendre comment on arrive à le calculer, mais ça dépasse la portée de notre cours d'apprendre à calculer la valeur de S pour différents matériaux, différentes formes de poutres. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que S, ça va toujours être une valeur qu'on va tout simplement pouvoir lire dans une table. Je vais vous les montrer tantôt, mais on a des tables pour nos différents types et différentes dimensions de poutres, puis la valeur de S est tout simplement indiquée. En mètres cubes, c'est les unités internationales, mais nous, on va l'utiliser en millimètres cubes, c'est les valeurs qui sont utilisées dans les tables. La logique, dans le fond, à comprendre, c'est juste que quand on essaie de tordre la poutre, ce qui est plutôt au centre de la poutre, proche de l'axe longitudinal, ressent aucune contrainte, donc ne résiste pas non plus à la contrainte de flexion. Plus la masse de la poutre est loin de l'axe longitudinal, plus la masse va contribuer à la résistance à la flexion. Fait que c'est juste de comprendre un petit peu la logique de ça. Ça veut dire que si je fais des dessins, par exemple, si j'essaie de plier une poutre, puis que ma poutre est plutôt la section transversale de ma poutre est comme ça, avec l'axe longitudinal ici. Ben, la masse ici est toute relativement proche de l'axe. Ça veut dire que si je voulais la plier comme ça serait très facile de la plier. Tandis que si ma poutre à la place était debout comme ça, avec l'axe longitudinal ici, ben là la masse est beaucoup plus loin du centre de la poutre, donc ça va être beaucoup plus dur de la plier si je mets mon beam debout que si je le mets couché. Il va être beaucoup plus difficile à faire fléchir, il va plus résister au fléchissement si je le mets debout que si je le mets couché. Fait qu'ici on aurait par exemple un petit S, puis ici on aurait un plus grand S. Si je veux avoir un encore meilleur S, un encore meilleur module de section, je vais m'organiser pour qu'il y ait le plus de masse possible loin de l'axe longitudinal. Fait que ce que ça peut suggérer comme forme, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Des fois, on a des poutres en forme de I, des I-beam qui ressemblent à ça. Fait que si j'essaie de dessiner un peu avec la perspective, là, quelque chose comme ça. Hop. Fait que notre axe longitudinal il est ici. Puis j'ai beaucoup de masse qui est très loin de l'axe central. Puis j'ai beaucoup de masse qui est très loin de l'axe central. Fait que la forme de ces beams-là, c'est vraiment spécialement faite pour résister à la flexion. Fait qu'ici, on pourrait dire qu'on a un très grand S. Donc, avec le S, la formule qui relie la contrainte sigma avec le moment fléchissant M, la voilà, elle est toute simple. Sigma est égal à M divisé par S. Donc, plus le moment fléchissant est grand, plus il y a un grand effort pour faire fléchir notre poutre. Puis le S, c'est la résistance au fléchissement. Fait que plus le S est grand, plus la contrainte est petite. On va utiliser trois types. On va étudier seulement trois types de poutres, en fait deux types vraiment différents. Donc les trois qu'on va considérer, ça va être du bois de sciage, ça c'est du bois qui est vraiment juste fait en forme de rectangle ou de carré, par exemple un 2x4, un 2x6, on va avoir les dimensions en millimètres.
On a des profilés en I. On a type W pour Wide Flange Steel et type S pour Standard Steel Beam. C'est la même chose, c'est profilé en I, c'est juste les proportions de la partie horizontale versus verticale qui sont légèrement différentes, mais fondamentalement c'est la même chose. Donc ça c'est la section transversale de nos poutres en bois, tout simplement un rectangle, puis nos poutres en I, ben, ça a la forme d'un I. C'est les deux seuls types de poutres qu'on va considérer. Dans l'annexe, à la fin de votre cahier de notes de cours, vous avez tout un tableau comme ça, avec un paquet d'informations importantes qu'on va utiliser pour nos différents types de profilés. Donc là, ici, on a des poutres en bois. La section transversale, c'est tout simplement un rectangle. Ce n'est pas toutes les informations qu'on va utiliser ici. Donc, je fais le tour. Les dimensions nominales qui sont ici, c'est tout simplement le nom qu'on donne au bois. Par exemple, si je dis que je vais acheter un 2x4, pour 2 pouces par 4 pouces, c'est pas la même chose que les dimensions réelles. Si je sors mon tape à mesurer puis que je le mesure, je me rends compte que c'est pas vraiment 2 pouces par 4 pouces, c'est plutôt 1 pouce et demi par 3 pouces et demi. Peu importe. La dimension nominale, voyez-le vraiment juste comme le nom de la poutre. Puis la dimension réelle, si je sors mon tape à mesurer puis que je mesure, par exemple, du 50 mm par 50 mm, en réalité, c'est 38 mm par 38 mm. Ici, on a le calcul qui a déjà été fait pour la surface. Ce calcul-là utilise les dimensions réelles et non pas les dimensions nominales. Je fais remarquer aussi que ça, c'est les surfaces en millimètres carrés, mais en fait, c'est 10 à la 3 mm carrés. Ça veut dire que c'est pas 1,44 mm carrés, ça serait vraiment minuscule. C'est 1,44 fois 10 à la 3 mm carré, donc fois 1000 mm carré. Donc, on a ici, ça c'est quelque chose qui va être utile pour le cisaillement, je vais en parler bientôt. Le I max, c'est par rapport avec le moment d'inertie, j'en ai pas vraiment parlé, donc on peut flusher ça. On aura dans le fond pas du tout besoin de cette colonne-là pour nos calculs. Le S, ça on en a besoin pour calculer. C'est ça qui va nous permettre de calculer la contrainte, c'est pour la flexion. Donc les unités, comme j'avais dit, c'est les millimètres cubes, puis c'est des 10 à la 3 mm3. Fait que le S de cette poutre-là, c'est vraiment 25,9 fois 10 à la 3 mm3. Ensuite, on a le profilé en I de type S. Donc là, on a un assez grand tableau, mais c'est vraiment pas tout là-dedans qui est important. Le WP, c'est la masse linéique. Fait que ça, c'est vraiment comme le poids par mètre pour la poutre en tant que telle. Ça, c'est utile si on veut savoir. Dans le fond, si notre poutre doit supporter son propre poids, souvent dans nos problèmes, on va dire le poids de la poutre est négligé, puis on n'a pas besoin d'en tenir compte. Le A, c'est encore la surface de la section transversale. Fait que c'est toute cette surface qui est là ici. Le I, on ne va pas l'utiliser. Le R, on ne va pas l'utiliser. Le S, on va l'utiliser. Vous voyez qu'ici, il y a un axe X puis un axe Y. Ça, c'est parce que notre poutre peut résister à être pliée comme ça, mais après aussi résister à être pliée vers l'intérieur ou vers l'extérieur si on voulait savoir sa résistance selon l'autre axe. Nous, on ne va pas du tout utiliser cet axe-là. On va vraiment juste utiliser notre axe des X puis notre SX pour calculer nos contraintes normales. Le D puis le TW, je vais en parler dans un instant, ça va être utile pour calculer le cisaillement. Fait que le D, on le voit sur le schéma, c'est vraiment la hauteur totale ici. Le TW, c'est pour web, c'est l'épaisseur ici, juste de la partie centrale de la poutre. En français, ils appellent ça l'âme de la poutre. En anglais, c'est web. Une traduction un peu, je sais pas. Fait que c'est des choses qu'on va utiliser pour calculer la résistance de la poutre au cisaillement. Je l'explique dans quelques instants. Ça, c'est pour nos types W. Dans le fond, ben, encore une fois, on a un paquet de... Ça, c'est vraiment juste la désignation, le nom de la poutre. Les colonnes sont pareilles. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben, on n'utilisera pas ces informations-là. On va vraiment utiliser le S pour calculer notre contrainte. On va laisser faire l'axe des Y, le D puis le TW. Bon, encore une fois, est utilisé pour calculer le cisaillement. J'y arrive maintenant. Donc maintenant, il y a un lien entre l'effort tranchant, le V, puis la contrainte de cisaillement taux. Fait que le... Oups, j'ai écrit moment fléchissant. Non. L'effort tranchant. Je vais le corriger dans le PowerPoint. Donc l'effort tranchant, V.
à cause d'une contrainte de cisaillement dans la poutre. La résistance au cisaillement dépend encore une fois de la forme de la poutre puis aussi de la surface de la section transversale. Il y a une démonstration assez compliquée pour arriver aux formules. Ce qui est important de savoir, c'est que l'équation qui relie taux à V dépend vraiment de la forme de la poutre. L'équation va être différente pour différents types de poutres. Fait que pour nos poutres avec une forme rectangulaire, on va avoir une équation pour notre bois de sciage, puis on va avoir une autre équation différente pour nos I-beam, pour nos poutres en forme de I. Il y aurait d'autres équations différentes si on avait quelque chose de circulaire, si on avait différentes sortes de poutres. Peu importe, nous on va utiliser vraiment juste deux types, là, les poutres en I puis le bois de sciage. Donc, je vais vous donner les formules pour ces deux types de poutres-là. Fait que pour le bois de sciage, voilà la formule qui relie taux à donc l'effort tranchant avec la contrainte de cisaillement. Fait que si je veux calculer ma contrainte de cisaillement taux, V ici, c'est mon effort tranchant que je trouve sur mon graphique d'effort tranchant. A, c'est la surface j'ai raté mon mot. Surface, ok. Fait que A, c'est la surface de la section transversale. On va tout le temps la prendre en millimètres carrés. C'est ce qui est donné dans nos tableaux. V, c'est l'effort tranchant. Ça, c'est en newton. Puis des newtons par millimètre carré, ça va nous donner des mégapascales pour notre cisaillement. L'autre formule, pour nos profilés en I, on a besoin de D, c'était la hauteur de notre profilé en I, on le voit ici, dans le fond, la hauteur multipliée par TW qui est juste l'épaisseur de l'âme de la poutre. Fait que ça va être deux informations qui vont être en millimètres. Fait que ça va être en millimètres. Ça va être en millimètres. Des millimètres fois des millimètres, ça va faire des millimètres carrés. Ici, on a V qui est en newton, puis encore une fois, des newtons par millimètre carré, ça va faire des mégapascales. Donc, c'est important, on a une formule pour le bois de sciage, une formule pour nos profilés en I. Avec ces formules-là, on va être capable de faire des choix sécuritaires. Dans le fond, on va demander souvent de choisir une poutre qui est capable de résister de façon sécuritaire aux forces auxquelles elle est soumise. Le but ultime de notre chapitre numéro 6. Pour que ça soit sécuritaire, il faut que notre contrainte, la plus grande contrainte, la contrainte maximale dans la poutre, soit plus petite que la contrainte admissible en tension, plus petite que la contrainte admissible en compression. Puis il va falloir aussi que le cisaillement maximal soit plus petit que le cisaillement admissible. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que ces deux conditions-là sont respectées. Vraiment, en pratique, on aura une seule des deux conditions à vérifier, la condition la plus restrictive. Fait qu'on va regarder, est-ce que c'est en tension ou en compression que notre contrainte admissible est la plus petite, puis c'est celle-là qu'on va choisir pour faire nos calculs. Puis ensuite, un coup qu'on a fait ça, bon, là, ce que ça nous donne comme calcul, c'est que notre M maximum qu'on va lire sur le graphique. Fait que sur notre graphique, on a vu qu'on est capable de trouver la plus grande valeur de M. Le M maximum divisé par le S de notre poutre doit être plus petit ou égal à la tension, à la contrainte en tension ou en compression admissible. Si j'isole S dans cette formule-là, parce que souvent, le M, on va être capable de le lire sur le graphique. Souvent, le oméga va être donné dans la question. Pas le oméga, pardon, le sigma va être donné dans la question ou va dépendre du type de matériau. Puis nous, ce qu'on va vouloir, c'est choisir une poutre qui est sécuritaire. Fait qu'on va isoler le S. Ça va nous dire que S va devoir être plus grand ou égal à une certaine valeur qu'on va être capable de calculer. Ensuite, on va aller regarder dans nos tableaux. Puis en regardant dans nos tableaux, on va être capable de choisir la poutre qui a un S satisfaisant. Donc plus grand ou égal à la valeur qu'on aura calculée. Un coup qu'on va avoir trouvé la poutre de notre choix qui va respecter nos conditions 1 et 2, notre contrainte admissible en tension puis en compression, ensuite on va vérifier qu'elle est correcte aussi en cisaillement. Souvent, si on est correct en tension puis en compression, si on est correct avec notre sigma, on va être aussi correct en cisaillement. On va juste faire le calcul pour vérifier que c'est bien le cas. Fait qu'après coup, un coup qu'on a trouvé la poutre qu'on veut, on va vérifier si la poutre qu'on a trouvée, si c'est en bois, on va vérifier que son A est correct pour le cisaillement,
si c'est un profilé de type I, ça va être indiqué dans la question. Vous n'aurez pas à choisir soit du bois, soit un poutre de type I. Ça va être dit dans la question qu'est-ce qu'on veut. Mais là, on va vérifier que cette combinaison-là fait en sorte que la contrainte est respectée. Souvent, ce qu'on va demander, c'est, dans le tableau, on aurait un paquet de poutres qui ont un S plus grand ou égal à la valeur qu'on aura calculée ici. Fait qu'il y a un paquet de poutres qui serait satisfaisante, mais on ne va pas nécessairement utiliser une poutre géante quand une plus petite ferait aussi bien le travail. Fait que ce qu'on va souvent demander, c'est trouver la poutre la plus économique qui va respecter nos contraintes. Plus économique, ça veut dire une plus petite surface de la section transversale. Souvent, plus les poutres sont grosses, plus ils vont coûter cher. Fait qu'on va essayer de trouver la plus petite poutre, celle qui a le plus petit A, qui respecte nos conditions. On se fait un exemple pour bien cerner ça. Donc, exemple. On a une poutre qu'on dit, on veut une poutre qui est en bois de sciage. C'est donné dans la question. Elle est soumise aux forces représentées sur le schéma. C'est le problème qu'on a déjà beaucoup travaillé dans nos exemples. Puis on donne nos contraintes admissibles en tension, en compression, puis on donne la contrainte en cisaillement. Ce qu'on veut ici, c'est trouver la poutre qui va respecter toutes ces contraintes-là et qui est le plus économique possible. Donc, allons-y avec notre exemple. Ici, toutes nos contraintes sont données. La contrainte admissible en compression puis en tension, on va commencer avec celle-là pour choisir la poutre qu'on veut. Puis après, on va vérifier que c'est correct avec le cisaillement. Donc, je commence avec ça. Il y a deux informations qui sont données. Il y a tension et compression. Je vais en choisir juste une des deux. Celle que je vais choisir ici, ça va être la tension. La raison pourquoi je choisis celle-là, parce que c'est la contrainte admissible qui est la plus petite, donc la plus difficile à respecter. Plus la contrainte admissible est petite, ça veut dire moins c'est permissif, plus la contrainte à laquelle on peut résister est petite. C'est vraiment celle-là qu'on va choisir. Si on est correct en tension, on va être aussi correct en compression, parce que c'est le chiffre le plus petit qui est important. Donc, OK. Allons-y avec nos calculs. La contrainte, le M maximal, on l'a déjà trouvé dans nos exemples précédents. Donc ça, c'était sur notre graphique. Dans nos exemples précédents, on avait déjà trouvé le M maximum. Ensuite, on va y aller avec notre formule. Donc le S de la poutre qu'on choisit doit être plus grand ou égal au M maximum qu'on a eu sur le graphique, divisé par la contrainte admissible. La contrainte admissible pertinente, celle que je choisis, c'est la plus petite des deux, 27 mégapascales. Quand je fais mon calcul, là, on fait juste un petit peu attention avec les unités. Okay? Ça, c'est des mètres fois des newtons. Ici, j'ai des mégapascales. Des mégapascales, c'est quoi? Des mégapascales, c'est des newtons par millimètre carré. J'ai des newtons en haut, j'ai des newtons en bas. J'ai divisé par des millimètres carrés au dénominateur, ça fait que ça ici, ça va remonter au numérateur, divisé par millimètre carré. Des millimètres carrés remontent en haut. Fait que qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des mètres en haut, puis il me reste des millimètres carrés en haut. Donc ça me donne 34,3 la division, mètres fois millimètre carré. Moi, je veux des millimètres cubes au bout de la ligne parce que c'est ça qu'il y a dans mon tableau. Je vais être capable de comparer mes unités. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes mètres fois millimètre carré. Puis, dans le fond, ce que je veux, c'est juste convertir le mètre qui est ici en millimètres. 1 mètre, c'est égal à combien de millimètres? C'est égal à 1000 millimètres. Fait que les millimètres carrés, ils vont juste rester là. Millimètres carrés. Puis 1 mètre, c'est 1000 ou 10 à la 3 millimètres. Fait que là, maintenant, j'ai 10 à la 3 millimètres fois millimètre carré. Ça veut dire 10 à la 3 millimètres cube. Je vais laisser mon 10 à la 3 comme ça parce que c'est aussi comme ça que c'est donné dans mes tableaux. Fait que mon 34,3 mètres fois millimètre carré, c'est 34,3 fois 10 à la 3 millimètre cube. J'aime ça avoir le chiffre écrit comme ça parce que 10 à la 3 millimètre cube, c'est comme ça que ça va être écrit dans mon tableau.
Fait que je suis content que ça soit écrit comme ça dans ma réponse. Maintenant que j'ai cette information-là, je vais regarder dans ma table avec toutes mes poutres en bois de sciage différentes. Il faut que je trouve une poutre pour laquelle le S est plus grand ou égal à 34.3 fois 10 à la 3 mm3. Mais 10 à la 3 mm3, c'est déjà les bonnes unités ici. Parfait. Fait qu'il me reste juste à regarder que ce chiffre-là est plus grand ou égal à 34.3. On remarque que plus on descend dans le tableau, plus S va en augmentant. Fait que je regarde, ben, première poutre, le S est trop petit, le S est trop petit, puis celle-là, le S est satisfaisant. Ça veut dire que toutes ces poutres-là seraient aussi correctes, mais sont trop grosses pour rien. Je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser la plus petite poutre qui fait la job. Fait qu'ici, on voit que les A vont aussi en augmentant. Ça, c'est la poutre que je vais utiliser ici. Quand je regarde dans les autres colonnes, les autres rangées, fait que le 100, le 150, 200, 250, toutes ces S-là sont aussi corrects, sont aussi satisfaisants, ils seraient suffisants. Mais quand je regarde la surface, ici, le A il est à 7.92, il est beaucoup plus grand que la surface de la poutre que j'ai choisie. Ça veut dire que ceux-là, toutes ces poutres-là, ils sont corrects, mais coûtent trop cher pour rien, sont aussi trop grosses, sont trop lourdes pour rien, c'est du poids supplémentaire sur la structure que j'ai pas besoin. Donc la poutre que je veux, c'est vraiment 50 par 100. Maintenant, ma dernière étape, c'est de vérifier que cette poutre-là que j'ai choisie est aussi sécuritaire en cisaillement. Si jamais elle n'est pas sécuritaire, je vais être obligé de descendre puis d'aller chercher des poutres plus coûteuses pour que ça soit sécuritaire. Est-ce que c'est sécuritaire en cisaillement? Voyons voir. La formule pour le cisaillement pour une poutre rectangulaire pour le bois de sciage, c'est 3 fois le V maximum divisé par 2A qui doit être plus petit ou égal à ma contrainte admissible. Sur mon graphique de V, le V le plus grand en valeur absolue, c'est 850. Fait que 850 newtons, c'est la valeur que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre le A de la poutre que j'ai choisie. Fait que 3.38 fois 10 à la 3 mm², c'est la valeur que j'ai mis ici. J'ai des newtons par millimètre carré. Newton par millimètre carré, ça va faire des mégapascales. Ma contrainte admissible en cisaillement, c'était 2 mégapascales, c'était donné dans la question. Donc, je fais le calcul ici, ça me donne 0.378 mégapascales. Est-ce que c'est plus petit ou égal à ma contrainte admissible? Oui. Donc, on a réussi. Cette poutre-là est sécuritaire, on est content. Donc, notre réponse, c'est vraiment que la poutre la plus économique qui est sécuritaire, c'est la poutre 50 par 100 mm. Et voilà, c'est tout pour cet exemple. Donc, c'est ça le but ultime du chapitre numéro 6. On veut être capable de prendre une poutre qui est soumise à des forces, de tracer le graphique de V, de tracer le graphique de M, trouver la valeur de V maximum, M maximum, puis ensuite être capable de regarder dans notre table pour choisir la poutre la plus économique qui va être sécuritaire avec la contrainte admissible en tension, en compression et en cisaillement. Voilà, c'est tout pour la théorie.